Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des amoureux, des passionnés de la lecture. Ils sont deux et on va maintenir la parité cet après-midi. Donc, avant tout, nous disons d'abord bonsoir à la dame. Bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à toutes et à tous, et puis bonsoir à l'équipe de Zouk TV, à Madame Monlouis en particulier. Merci, bonsoir, monsieur aussi. Donc, elle ne s'est pas présentée, mais je pense que vous l'avez reconnue. Il s'agit de... Marie-Laurence Delors, voilà. Merci Ludovic. Il n'y a pas de souci. En face de Marie-Laurence, nous avons un monsieur que nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelque temps. Il va se présenter. Oui, bonsoir Ludovic, bonsoir Marie-Laurence. Je suis Alain Timon. J'étais venu une première fois à l'émission et c'est avec plaisir que je reviens pour présenter mon premier ouvrage. Donc, le fait de revenir montre que tu n'as pas été traumatisé par ta première expérience. Non, au contraire, c'est avec joie que je suis là. C'est avec plaisir que nous vous recevons tous les deux. Donc, comme d'habitude, nous allons explorer des contrées proches, contrées lointaines, contrées émotionnelles, mentales. Nous allons voyager dans le temps, mais aussi dans la pensée. Donc, nous allons nous tourner d'abord vers Alain. Oui. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité pour parler de mon premier ouvrage, comme je disais. Je l'ai écrit à peu près sur une année. Il s'appelle Les Boucaniers du Rocher. C'est un livre qui est auto-édité et que j'ai pris la peine de mettre, la peine de mettre mes idées pour raconter un roman d'aventure qui se passe exclusivement en Martinique. C'est un choix. Donc voilà, qui permet de revisiter un peu notre culture, de la tradition et puis bien sûr de l'aventure pour pouvoir captiver essentiellement le lectorat type adolescent, jeunes adultes et pour continuer ainsi. D'accord. Donc, tu as dit que ça concerne la Martinique, donc Boucanier du Rocher. Donc, automatiquement, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a un lien avec un fameux rocher connu en Martinique? Tout à fait. On ne peut rien te cacher, Ludovic. C'est tout à fait ça. Le diamant est mis à l'honneur, notamment le rocher du diamant. Il fait partie de l'aventure. Je ne vais pas spoiler, évidemment, pour laisser au lecteur le fait de découvrir, mais il a une importance haute dans l'histoire. Donc, voilà. D'accord. Et... au niveau du temps, la période, on est à quelle époque? Alors, on se trouve dans ce qu'on peut appeler une dystopie. On est au 19e siècle, début du 19e même, précisément. L'histoire fait suite à une véritable bataille qui s'est passée dans notre monde à nous, à savoir les Anglais contre les Français autour du rocher du diamant. Sauf que la finalité est différente. Et c'est un choix que j'ai fait justement pour pouvoir amener... un peu de fantastique dans cette histoire, tout en revisitant les grands thèmes de la vie des Martiniquais. D'accord. Oui, effectivement, je me rappelle que toi, tu aimes bien le fantastique, mais qui fait réfléchir. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. D'accord. Et est-ce que on est obligé d'être un historien pour comprendre, pour suivre la trame de ton livre? Alors, pas du tout. Au contraire, idéalement, le lecteur qui peut commencer à lire cet ouvrage peut avoir à peu près 12 ans jusqu'à 77 ans. Ce roman a deux particularités. La première, bien sûr, c'est d'être centré sur chez nous. Et ensuite, deuxième chose, de pouvoir amener du savoir de façon ludique, c'est-à-dire une histoire, comme je disais, d'aventure, mais qui puisse se raccrocher à ce qu'on a vécu dans notre histoire à nous, c'est-à-dire notre histoire réelle, et que la personne puisse faire des liens et avoir le goût de la recherche. En gros, même en lisant, c'est une chasse au trésor, si je peux me permettre. D'accord. Et par rapport à la structure de ton ouvrage, comment il est divisé en chapitres, comment il est organisé? Alors, il y a 50 chapitres. Attention, ce n'est pas aussi long que ce que les gens pensent. J'ai fait 50 petits chapitres de façon à ce que le lecteur puisse se reposer entre chaque chapitre, avoir plaisir à lire et si possible, peut-être même lire un chapitre par jour. En général, un chapitre fait 3 pages, 3 ou 4 maximum. Donc, on est à peu près sur à peu près 400 pages, à peu près 460 exactement. Ce qui permet au lecteur d'avoir une aventure posée, chaque journée ou bien chaque soirée, ça dépend de tout à chacun, et où c'est vraiment l'imagination qui prend le relais pour se développer, voilà. D'accord.
Donc, tu as dit il y a à peu près 460 pages. Oui. 400, d'accord. Ça t'a pris combien de temps pour concrétiser l'idée, déjà avoir l'idée, Oui. je sais pas, rassembler les idées, les sous-idées, et puis Tout à fait. avoir le produit fini. Alors, en tout et pour tout, avoir l'idée, si je pars de ce principe-là jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le studio de Zouk TV, on va dire 2 ans, 2 ans et demi. À savoir, il y a un travail de recherche au préalable pour savoir comment j'allais articuler mon œuvre, puisque je voulais parler de l'histoire martiniquaise, ou du moins d'une partie, sachant que nous sommes plus dans ce qu'on appelle, je disais tout à l'heure, une dystopie. Donc je peux me permettre de mélanger des personnages qui n'ont entre guillemets rien à voir entre eux, et ça permet d'avoir un fil rouge pour le lecteur de dénouer, de se dire « Ah ok, ça c'est des éléments réels, ça c'est des éléments qui sont fondés de toutes pièces, etc. » Donc, il y a eu à peu près 6 mois de recherche et ensuite, le reste, c'était que de l'écriture jusqu'à la publication. D'accord. Donc, c'était un travail quotidien quasiment? C'est ça, tout à fait. Avec parfois des difficultés, bien sûr, le syndrome de la page blanche, on ne peut pas éviter finalement, hein, quand on regarde bien. À un moment donné, ça pêche. Et après, je me suis repris, j'ai continué. Et heureusement, je suis bien content maintenant de mon petit bébé, si je peux me permettre. Alors, sans, bien sûr, comme tu as dit, spoiler, est-ce qu'il y a des personnages principaux, des personnages secondaires, des événements ou des anecdotes? Oui. Alors, pour répondre à ta question, et bien sûr, toujours sans spoiler, donc vous aurez plaisir à découvrir l'œuvre à l'occasion, j'ai fait le choix de mélanger, comme je disais tout à l'heure, des personnages réels, mais dans une histoire fictive, qui ne se sont jamais côtoyés. Je prends pour exemple, parmi les héros principaux, on va retrouver Lumina, qui fait bien sûr référence à Lumina Sophie, mais que j'ai appelé uniquement Lumina. Également Siparis. Siparis et Lumina n'ont pas eu l'occasion de se connaître parce que, bon, voilà, fait chronologique, etc. Et j'ai pu raconter une histoire autour d'un personnage totalement imaginé que j'ai appelé Do, qui sert de leader et qui sert aussi pour le lecteur de personnage central, qui permet de suivre un fil par rapport à l'arrivée des Anglais en Martinique, dans un contexte qui n'a pas eu lieu, puisque ce sont les Français qui ont gagné la bataille du Rocher du Diamant. Mais dans mon histoire, ce sont les Anglais, avec tout ce que cela amène. C'est intéressant. Que se serait-il passé si les Anglais avaient gagné réellement? Voilà, c'est ça. Ça pourrait faire un sujet de philosophie. Juste pour que chacun sache, il y a également du fantastique et je parle également. Et quand je dis fantastique, je reste toujours local. Je vais parler de nos traditions, par exemple du bain des marais, etc., de nos fruits, de nos légumes. Je tiens vraiment à mettre une patte martiniquaise pour le lecteur, même si lui-même n'est pas martiniquais, de façon à ce que tout à chacun puisse se reconnaître dans cette histoire et se dire « Ah oui, c'est pas mal ». Et je finirai juste en disant, l'ambition que j'ai avec ce livre, c'est d'avoir une saga littéraire, si Dieu me prête vie évidemment, qui soit aussi longue et aussi intéressante que Harry Potter. Oh, c'est bien. Nos Martiniquais ont du talent et de l'ambition. Donc, effectivement, c'est le premier tome. Oui. Donc, comme tu as dit, il y aura le projet d'un deuxième, voire un troisième, voire d'autres. Oui. Les idées sont déjà là ou... Oui, les idées sont déjà là. Elles fourmillent même. D'accord. Un peu chauvin. Comme je suis un peu chauvin, d'après mon entourage, comme j'ai vu Diamant, est-ce qu'il y aurait d'autres communes de la Martinique? C'est exactement ça, tout à fait. D'autres communes seront concernées par l'œuvre. D'accord. En tout cas, je ne sais pas si tu pourras faire les 34 communes pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Non, ce serait un peu long, mais j'ai ma technique pour regrouper plusieurs communes, mais il faut lire l'histoire pour cela, donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a un passage que tu pourrais ou tu souhaiterais partager avec nous? Oui, dès le début même. Pour nous mettre l'eau à la bouche. D'accord, très bien. Je vais juste lire le passage, les premières pages. Alors, donc c'est le premier chapitre. Libre je suis, libre je resterai. C'est ce qu'il se dit en courant à travers bois, laissant toutes les choses qu'il avait. La peur coulait dans ses veines. Les herbes hautes lacéraient sa peau et des égratignures apparaissaient. Mais il ne sentait rien, car l'appel de la liberté anesthésiait les douleurs. Il savait qu'il jouait sa vie.
Sa mère ne lui avait rien dit, mais il avait su depuis toujours que ce jour arriverait. On n'est jamais prêt pour abandonner son univers, mais on doit y faire face, comme lui disait auparavant son père lors de leur séance de chasse. Ce dernier derrière les pressait sans ménagement tout en regardant en arrière. Être inquiet ainsi n'était pas dans ses habitudes, mais la vie demande parfois d'être un autre pour continuer. Et à ce moment précis, il le fallait. Juste au début pour mettre dans l'ambiance, une poursuite, qui pourchasse qui, à suivre dans le livre. D'accord. Moi, j'aime bien le commencement. Libre je suis, libre je resterai. Ça me fait penser à d'autres auteurs. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui voit des parallèles où il n'y a pas. Après, j'imagine c'est aussi le but de ce style, de faire des points de référence avec ce que nous on connaît, ce qu'on a vu, aussi bien, comme tu as dit, dans la culture de façon générale, ou bien même culture littéraire. Exact, tout à fait. Si tu me permets, le début que je viens de lire justement, je trouve qu'il fait un peu penser au livre dans le thème, j'ai pas dit que c'est le même style d'écriture, de Patrick Chamoiseau, Le Nègre et le Molosse. La fuite contre un ennemi qu'on ne connaît pas au préalable, etc., qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture. Voilà, c'est à peu près l'image que j'avais en tête lorsque j'ai commencé ce premier chapitre. D'accord. Et donc, le cadre, du début à la fin, est-ce que c'est uniquement le diamant ou bien on se déplace aussi dans d'autres communes? On se déplace dans d'autres communes. À vrai dire, cette histoire, comme je disais, c'est mon premier tome, je l'espère, si Dieu veut. Il se passe essentiellement dans le Nord et à un moment, l'histoire glisse vers le diamant, sachant que le diamant reste quand même pièce maîtresse parce que la bataille, effectivement, a eu lieu à cet endroit. D'accord. Ah, d'accord. Donc, les Martiniquais du Nord, du Sud, c'est ça, pourront trouver leur compte. Et donc, ça me permet de répondre à une question sans pour autant raconter l'histoire. Au fur et à mesure de mes tomes, je vais faire Nord, Centre, Sud, etc. Voilà comment je vois la chose pour parler des différentes communes de chez nous. D'accord. Donc, ça sous-entend que tu te déplaces dans la Martinique. Exactement. Au 19e siècle, avec tous les aléas que ça mène. Ah non. Qui sait, peut-être, là, tu as parlé de la bataille au diamant. Peut-être on aura l'éruption de la montagne Pelée. Peut-être. Mais j'admire ta perspicacité, excellent. Non, j'essaie de comprendre. Non, puisque c'est bon, j'en avais parlé quand on s'était vu la première fois. C'est pas un style qui m'était propre, mais la dernière fois, je me suis prêté au jeu et je suis rentré dans le truc. Bon, je ne suis pas devenu un expert entre-temps, donc il faut quand même que je lise davantage. Mais bon, moi j'étais plus, comme je t'avais dit, je suis plus dans la non-fiction. Oui. Je dévore les livres de non-fiction. Mais en fait, c'est comme pour tout. C'est, comme on dit, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en prenant les habitudes que ce qui était compliqué ou bien étrange, pas étrange dans le sens de bizarre, étrange, ça n'était pas familier, mais finalement, en côtoyant, on se dit, tiens, c'est pas si compliqué, ou bien c'est pas... Voilà, c'est perceptible. Voilà, c'est ça, c'est un autre genre littéraire, donc justement, le but, c'est d'amener des personnes vers son univers. Des fois, ça peut marcher avec certaines personnes, d'autres fois non, mais l'important, c'est d'essayer de sortir de sa zone de confort, même en littérature, donc c'est là où je voulais amener les gens, précisément. Et pour revenir sur ce style, oui. Aussi bien les jeunes, les jeunes, ça semble pas être une nouveauté, en tout cas au premier abord, mais les jeunes comme les moins jeunes sont familiarisés, réussissent à accrocher avec ce style. Je pense que oui, pour la mesure où avoir une histoire fantastique, c'est un peu comme aller au cinéma, dans le sens où lorsque la personne est happée par la proposition scénaristique qui lui est faite, elle peut adhérer à l'univers. En sachant que, bien sûr, mon livre s'adresse d'abord aux Martiniquais, j'estime que les personnes qui sont, entre guillemets, moins jeunes, j'aime bien quand on dit ça, alors que c'est surtout une question d'esprit, peuvent se permettre de retrouver des choses qui font appel à nos traditions, à leurs souvenirs, ou bien des lieux qu'ils ont côtoyés essentiellement.
Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce qu'après, il peut y avoir un dialogue autour de cette histoire. Ou par exemple, je donne un exemple, aussi fictif soit-il, mais qui va peut-être se réaliser. Un père et un fils qui lisent ce livre vont se dire « Ah oui, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'allais à tel endroit, je sais exactement de quoi il parle, etc. » Et c'est là tout l'intérêt d'avoir fait cette histoire chez nous. C'est d'avoir donné envie à ceux qui connaissent de se remémorer des lieux qu'ils ont connus et à ceux qui ne connaissent pas l'envie d'aller les découvrir. Quand par exemple, je peux parler du Tombolo, clairement, beaucoup de personnes s'identifient à ce qu'ils ont vécu en faisant cette traversée et également à ceux qui ont envie d'y aller et qui ne connaissent pas. Oh. Donc c'est un livre intergénérationnel. C'est ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup Alain. Merci également. C'est toujours un plaisir et nous attendrons la suite. Tout à fait. Si tu me permets, juste pour dire qu'actuellement le livre il est trouvable en ligne sur Amazon, que ce soit amazon.com pour la Martinique parce que nous dépendons des États-Unis de par notre lieu géographique, ou ceux qui sont en France, amazon.fr. Donc soit on l'a en livre papier, soit on peut le commander en livre numérique également, uniquement sur Amazon.com pour Martinique, .fr pour la France. D'accord. Ben, je te remercie. Merci également. Le message est passé. Donc maintenant nous allons continuer à voyager, mais d'une autre façon, avec Marie-Laurence. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais te parler du consentement. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Bon, d'une part parce que j'étais intervenue lors d'un colloque dessus, mais aussi parce que je me suis intéressée à cette notion de consentement. Parce que la notion de consentement, c'est au carrefour de beaucoup de disciplines. Juridiques, médicales et philosophiques. D'un point de vue philosophique, on va dire que la notion de consentement, elle est très tardive. On va trouver la notion de consentement en politique. En politique ou pour le contrat social, où on va dire, il faut que les gens consentent à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas un consentement tacite. Nous sommes d'accord pour être ensemble et pour former une société avec des règles. Et donc, cette notion de consentement, j'ai choisi de l'accompagner par ce livre de Geneviève Fraisse, qui a écrit dessus et je trouve que sa démarche est intéressante. Donc, je dirais d'abord que cette notion-là, c'est d'abord quelque chose d'intime, le consentement. C'est-à-dire qu'un animal, on ne lui demande pas de consentir. Il consent à rien. Il est soumis à l'injonction de son corps. Il est enfermé dans ses gènes. Seul le sujet a cette capacité de consentir. Donc, on va dire que c'est un acte d'abord intime. Mais c'est un acte intime sans être solitaire. Autrement dit, ça vient de moi, mais mon consentement aussi dépend de ceux qui m'entourent. Et particulièrement, je prendrai l'exemple du consentement libre et éclairé. Oui. D'accord? D'abord, avant d'aller à ce consentement libre et éclairé, on verra si il est si libre et si éclairé que ça. D'accord? D'abord, qu'est-ce que n'est pas consentir? Consentir, c'est pas se résigner. Parce que dans la résignation, c'est une attitude passive. Je me soumets à ce que je crois être inévitable. D'accord? Donc, la résignation, c'est une passion triste, comme dit Spinoza. Il y a des passions qui sont joyeuses, comme la joie, et puis la résignation fait partie des passions tristes. Donc, consentir, c'est pas se résigner. Ça pourrait être ne pas s'opposer à. C'est-à-dire, qui ne dit mot consent. Parce que dans l'expression qui ne dit mot consent, je ne m'oppose pas, donc tu n'as pas verbalisé, mais tu t'es pas opposé. Donc, le premier sens de consentement, c'est ne pas s'opposer à. J'ai pas envie de faire de vagues. On me demande si je suis d'accord ou pas. Ceux qui sont d'accord, levez le doigt.
Les plus courageux disent oui. Et ceux qui ne veulent pas s'engager, ils se taisent. Mais qui est contre? Personne. Donc c'est ça. C'est ne pas déclarer une opposition. Mais quand on ne déclare pas son opposition claire, ça ne veut pas dire qu'on a adhéré totalement. C'est ça. Donc le consentement, c'est d'abord l'expression d'une décision personnelle. Cette décision personnelle peut être, on va dire, plus ou moins éclairée. Je dis plus ou moins éclairée parce que je peux consentir parce que c'est mon médecin et je lui fais confiance. Donc dans le consentement, il y a quelque chose qui a à voir avec l'irrationnel, le sentiment. Je vais plus consentir à me faire opérer parce que je fais confiance à docteur, à X, Y, Z. Parce qu'on ne confie pas son corps à n'importe qui. Il faut qu'on ait confiance en ce chirurgien, en ce médecin, etc. Donc, il y a la notion de confiance. Donc, dans le consentement, donc, il n'y a pas totalement de la rationalité. C'est rationnel parce que c'est une volonté, c'est un sujet, mais le consentement, même si c'est une raison qui formule, il y a toujours à côté de l'irrationnel. L'irrationnel, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est la confiance, c'est le sentiment de confiance. Parce que dans la confiance, il y a fidé, il y a la foi. C'est ça la confiance. Quand j'ai confiance, c'est-à-dire que je me fie à toi. Je me remets à toi parce que moi, j'ai quelque chose de précieux. Donc c'est pourquoi la confiance, quand on l'a trahi, c'est compliqué. Parce qu'on a remis quelque chose de précieux. Je dis toujours ça à mes élèves. Tout le monde a le même capital de confiance. Par contre, quand vous l'avez trahi, il faudra recommencer. D'accord? Donc, ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, on s'accorde sans s'opposer. Et c'est parce que la notion de consentement n'est pas suffisamment claire, parce qu'il y a toujours une forme de rationalité, qu'on a ajouté libre et éclairé. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce consentement libre et éclairé? Justement, encore faut-il savoir ce que c'est que la liberté. Et très souvent, c'est pas ce que c'est que la liberté. La liberté, les gens pensent que c'est faire ce qu'on veut, se lever sans règles, c'est l'indépendance, c'est agir sans règles, selon nos désirs illimités et insatiables. C'est ça, libre. Alors que justement, la liberté n'est jamais l'indépendance. Sinon, c'est un sentiment qui est totalement infantile. Seuls les enfants peuvent croire que cachés sous une table, on ne les voit pas. C'est bien dit. C'est même très bien dit. Donc, seul le menteur croit que son mensonge, personne ne le pressent. Donc, c'est pas parce que je ne m'oppose pas au mensonge que je ne vois pas que c'est un gros mensonge. Tout à fait. Parce que c'est comme le nez sur le visage. On peut faire ce qu'on veut, mais le nez, on le voit. Donc, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'abord l'existence d'une règle. C'est la compréhension d'une règle. Il n'y a pas de liberté sans compréhension de règles. La liberté est toujours limitée. Si on veut que l'autre soit libre et que moi aussi je le sois, c'est parce qu'il y a des limites. Donc la limite, c'est pas l'absence de liberté. Et ça, je le dis aux jeunes, un parent qui ne met pas des limites, il ne vous prépare pas à la vie. Les limites, c'est il y a des choses qui sont permises et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça la limite. La limite, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, quand on me demande mon consentement libre, ça veut dire que je suis en capacité de me déterminer et de choisir de m'opérer ou de ne pas m'opérer. Mais le médecin est tenu de me donner tous les éléments. Voilà, madame, ce que je vous propose.
Si vous ne le faites pas, voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est ça le libre veut dire. Mon consentement libre, c'est-à-dire que je suis en capacité de me déterminer en connaissance de cause. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'éléments pour dire je prends le risque ou pas de me faire opérer. Donc le libre est avec éclairé. Éclairé, ça veut dire que j'ai des raisons objectives et je comprends ma pathologie et le pourquoi du comment je devrais me faire opérer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas dire que le consentement, c'est une opposition qui serait une simple non-opposition. Donc, le consentement, c'est individuel, jamais solitaire, parce qu'on est toujours accompagné. Mais le véritable consentement, il suppose une certaine connaissance. Même si la connaissance n'est pas totale, mais ça suppose une certaine connaissance et une certaine liberté. J'insiste sur cette idée de liberté. C'est comme si, par exemple, pour le don d'organes, par exemple, on vous dit, si vous n'avez pas déclaré que vous êtes opposé au don d'organes, c'est que on peut le faire. Tout à fait. D'accord? Donc, même si la famille peut dire, bon, mais oui, mais je suis contre, mais est-ce que le patient a déclaré son opposition? Donc, qui ne dit mot consent. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une non-opposition. Mais on peut ne pas se satisfaire de cette non-opposition. C'est pourquoi le législateur, juridiquement, a ajouté le libre et éclairé. C'est-à-dire que on ne s'efface pas totalement. On est actif dans le consentement. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que dans le consentement, même si il y a des hommes d'ombre, il y a aussi des défauts et des insuffisances. Pourquoi? Parce que la base de mes informations peut être fausse. Et oui, on a vu que les gens ne savaient pas trop pendant la période Covid si quelle information, etc. Et ça, on voit bien que dans la notion de consentement, c'est une question de confiance. On n'avait plus confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, eh bien, n'importe quelle fausse information peut devenir une information objective. Donc, si on veut soigner vraiment les gens, je le dis en Martinique, il n'y a pas mieux que la confiance. D'accord? Il faut que quelqu'un de confiance, et donc, un membre de la famille, donc je te fais confiance, qu'est-ce que tu dis, etc. Ça prouve en quelque part que la demande n'est jamais solitaire. Donc, en quelque part aussi, il y a des insuffisances dans le libre et éclairé parce que dans le libre, je peux être sous la contrainte. Je prends un exemple très simple que prend Guillaume Durand dans Un philosophe à l'hôpital, parce qu'ils ont expérimenté, et je trouve ça très intéressant, qu'il y a des consultations éthiques à l'hôpital. Quand les familles n'arrivent pas à prendre des décisions, eh bien, il y a une équipe, philosophes, psychologues, médecins, etc., qui examine et qui aide. Alors, il prend un exemple. Voilà un fils, son père a besoin d'un don, du cœur, etc. Mais lui, il n'a pas vu son père depuis des années qu'il a abandonné. Et on lui dit, tu es compatible, qu'est-ce que tu fais? Bien, on lui a proposé, écoutez, c'est à vous de nous dire si vous avez vraiment envie de donner un rein à votre père. Si vous ne voulez pas, on va l'habiller d'une certaine façon pour que vous ne puissiez pas avoir toute la charge contre vous. Donc, pour dire qu'on peut décider parfois sous la contrainte. Il faut donc rappeler, d'accord, que
même si le consentement du patient est libre et éclairé, qui n'est jamais totalement libre et éclairé, puisque il faut que ma base d'information soit correcte, et deuxièmement, il faut qu'il y ait une forme de confiance vis-à-vis de celui qui me donne l'information. Et c'est ça, la question de la confiance. En tant qu'enseignant, on la rencontre aussi. Google, parfois, pour certains élèves, ben, ça a plus de valeur que le professeur qui est là et qui corrige le bac depuis plus de 20 ans. Non, Google, je tape Google, bon, c'est bon, quoi. Donc, ceci explique pourquoi on peut avoir des mauvaises informations. J'ai un problème, je vais voir si sur Google, qu'est-ce qu'on me dit. Le médecin, c'est pas mon problème. Lui, docteur, je crois que j'ai ça. Eh ben. Et ça arrive très souvent en plus. Oui. Donc, on voit comment on peut être vraiment handicapé. Tout à fait. Et handicapé pour la santé de notre pays. Je parle de notre pays parce que je suis en Martinique. Oui. Parce que on oublie quelque part que la question du consentement et la question de la santé, c'est d'abord, avant d'être une question je dis, d'information et de connaissance objective et vraie, c'est aussi une question de confiance. Et à partir du moment où dans le lien social, on se méfie de tout, de rien, du voisin, de la voisine, etc., c'est très difficile de faire de la médecine. Et la médecine de proximité encore plus, parce que les médecins ils n'habitent plus dans mon quartier. Je ne les vois pas vivre. Avant, je voyais mon médecin au marché vivre. Je pouvais beaucoup plus facilement lui faire confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est l'infirmier qui passe pour les personnes âgées, et je leur tire mon chapeau à tous ces infirmiers. D'accord? Et qui remplacent bien souvent les familles et qui ont la confiance des familles. Et ça, je dirais que c'est pas peu de le dire et de le signaler de manière forte et précise. Donc, il faut donc bien aussi comprendre que malgré les insuffisances, consentir dans l'absolu, ça n'existe pas. Parce que parfois, on peut consentir à plus fort que soi. Parce que comme on n'est pas en situation de s'opposer, eh bien, on se soumet. Autrement dit, le consentement peut devenir une soumission pour avoir la tranquillité. Bon, eh bien, c'est ça ou les, bon, voilà. D'accord? Donc, ce qu'il faut dire aussi que le consentement dans sa globalité, même si c'est un acte volontaire, ce n'est pas parce que je n'ai pas verbalisé que je n'ai pas consenti, et ce n'est pas parce que, je vais prendre l'inverse, ce sera beaucoup plus clair. C'est pas parce que j'ai pas verbalisé mon non que j'étais d'accord lors d'une agression sexuelle, par exemple. Parce que s'il s'agit d'une personne qui a autorité spirituelle ou encore morale, ben comment un enfant de 8 ans peut s'opposer et le déclarer? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que le consentement, c'est aussi parfois une soumission, l'abandon de la résistance en attendant d'avoir plus de force pour dire non. Parce que dans le cas d'agression sexuelle, on voit bien, c'est après 15 ans, 20 ans, parfois plus, qu'on verbalise et qu'on dit oui, j'ai été violenté, j'ai été violé, d'accord? Donc, et pourtant, je n'étais pas consentant. Donc, pour dire que la question du consentement, c'est une question fondamentale parce que dans le lien social, eh bien, on est toujours avec cette notion de consentement. C'est comme pareil
pour les élèves. Vous avez signé un règlement intérieur. Ben ouais, vous avez consenti. On est dans un établissement scolaire ou dans une institution, il y a un règlement intérieur. Pareil pour un malade. Il y a un règlement intérieur pour les patients et pour les visiteurs. Maintenant, tu ne le connais pas, d'accord. Mais quand tu rentres à l'hôpital, c'est affiché. Si on se donne un peu de peine, on peut le lire brièvement. D'accord. En attendant, donc j'invite tout un chacun, d'accord, à toujours prendre connaissance du règlement. Comme ça, on consent clairement à quelque chose. On sait que les visites finissent à 10 minutes avant. C'est pas, ah, pourquoi l'infirmier me dit ça? Pourquoi l'infirmier? Donc, c'est ça un consentement qui peut être libre et éclairé, mais jamais dans l'absolu. Bon. Alors, donc, par rapport à tout ce que tu as dit, on voit que libre et éclairé, bon, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Non. Ça sous-entend plusieurs étapes. Oui. On a dit avoir les informations, Oui. être en capacité Oui. aussi de donner. Et puis, ça dépend aussi de l'éducation que j'ai reçue. À partir de l'éducation et des valeurs qu'on m'a transmises. Parce qu'à partir du moment où je peux construire facilement la confiance, je peux, parce que dans l'éducation, la première valeur, c'est l'altruisme. Et ça, toutes les philosophies le disent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet, en tant que sujet, c'est pas la raison, c'est d'abord les qualités morales. Et la première qualité morale, c'est le souci de l'autre. Parce qu'on ne peut pas faire société sans avoir souci de l'autre. Et ça, et on l'oublie. Et le souci de l'autre, ça suppose que je ne triche pas. Le souci de l'autre, parce que en trichant, je lui vole la place, sa place. D'accord? Donc, mon deuxième, alors que finalement, eh bien, ça m'en fait pas qu'à voter. Deuxième là, voilà. Donc, pour dire que l'éducation aux valeurs, ça nous permet, de construire notre propre confiance en nous-mêmes, mais la confiance en l'autre. Parce que si on n'a pas confiance en nous, ben, on peut difficilement avoir confiance en l'autre. Hein. Il faut être digne de confiance soi-même pour ouvrir son intelligence de cœur à l'autre. Et ça, c'est important parce qu'il y a l'intelligence, on va dire, spirituelle, on va dire rationnelle. C'est pourquoi je dis souvent à mes élèves que on peut être compétent. En 18, ça veut dire que tu es compétent en maths, bon voilà. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es intelligent. Aristote désigne l'intelligence comme la capacité à savoir se servir de ses deux mains. C'est ça la véritable intelligence. D'accord. Être Michel Morin, par exemple, vous allez faire tout. Tu es Michel Morin, tu fais tout. Tu es embarrassé par quoi que ce soit. Donc il y a la compétence, il y a l'intelligence. Et il y a l'intelligence théorique et tu as l'intelligence du cœur. Et c'est l'intelligence du cœur qui te permet de progresser en qualité. Et ça permet de mieux comprendre la question du consentement. Donc, résumons, il y a des éléments pour bien comprendre la question du consentement, l'éducation et les valeurs, qu'elles soient religieuses ou pas. Et puis, il y a la question de la personnalité du patient. Et puis, le cadre médical aussi. Parce que si le personnel est sur l'ordinateur, madame, vous êtes d'accord, consentement libre et éclairé, il tape sur son ordinateur, excusez-moi, quand tu me demandes ça, je sais que tu ne vas pas m'opérer. C'est clair. C'est clair. Je suis désolée de le dire, mais si la machine a plus d'importance à la personne qui est en face de toi, ben, je n'ai pas besoin. Donc ça c'est un facteur qui ne favorise pas la confiance. La confiance, ça suppose que je te regarde, tes yeux rencontrent mes yeux. C'est ça. C'est ça. Je te dis, tes yeux rencontrent mes yeux, mais les yeux fuyants ne permettent pas la construction de la conscience. Donc, on peut donc difficilement dire que la question du consentement, c'est une question facile. Juste une petite question, hein, puisqu'on arrive vers la fin. Ouais.
Est-ce qu'on peut imaginer comme Rousseau qui part, tu me corriges si je me trompe, hein, qui part du principe selon lequel l'homme est naturellement bon. Oui. Est-ce qu'on peut pas considérer d'une certaine façon, on a tous grandi un peu comme ça, et puis bon, après les événements de la vie font, peut-être on a changé notre fusil d'épaule, mais quoi, naturellement on accorde la confiance. Oui. Je prends un exemple. Je rentre dans un bus, je ne connais pas le chauffeur. Oui. Je lui fais confiance. Oui, tout à fait. Je ne remets pas en question sa compétence de chauffeur. Tout à fait. Tu prends un avion aussi. Je prends un avion. je vais dans un supermarché ou dans une boutique. Naturellement, je ne me dis pas que le vendeur va m'attraper par le cou pour m'étrangler. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que naturellement, au départ, on accordait cette confiance et puis avec les événements de la vie, donc on a pris du recul par rapport à cette confiance, comme tu as dit, cette confiance, quand elle est perdue, pour l'avoir à nouveau, nous sommes faut y aller. d'accord. Et tu as pris un bon exemple quand Rousseau dit que l'homme est naturellement bon, ça veut dire qu'il est porté vers la pitié vis-à-vis des autres. D'abord ça. C'est-à-dire qu'il dit, moi-même, voilà, notre pente naturelle, c'est de porter secours à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui détruit ça? Eh bien, justement, c'est une perversion du lien social. Et c'est la société qui peut détruire ce qui, au départ, nous constitue, à savoir notre caractère altruiste. Parce qu'en réalité, nous ne sommes ni bons ni mauvais. C'est la construction sociale qui arrive à ça. Et je prendrai un exemple très simple. Le libéralisme, ce n'est pas simplement la question des marchandises. Il y a aussi une morale derrière. La morale, c'est qu'il faut toujours être le premier. Je veux le vin absolument. Tu as 19,5, tu viens me voir parce que... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas mis le 0,5? Je dis non, il faut arrêter. Je dis non, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Le monde, justement, n'est pas parfait. Et donc, ta copine ne peut pas être parfaite, ni moi non plus. Mon cou n'est parfait. Et qu'est-ce qu'un vin dans la vie? Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, quand on regarde bien, Rousseau dit c'est la société qui nous corrompt. Mais nous avons une part de responsabilité dans la construction de la société. Parce que j'y consens, ça. Je consens à la surconsommation. Je consens à acheter un portable de 900 € à mon enfant. Ben, je fais tourner le libéralisme. Il ne tourne pas tout seul, hein. Il tourne parce que je le fais tourner, le libéralisme. Donc, j'arrête individuellement, je n'ai pas besoin de savoir si l'autre fait. Si moi, je suis convaincue, je prends le cas de ma fille, elle est contre Apple, elle m'a dit, je ne veux pas. Donc, c'est son choix. J'ai une autre qui est fan. Eh bien, chacune, elles ont fait leur choix. Moi, ça m'importe peu. D'accord, je suis pour une technique utile. En attendant, je n'ai pas Apple, tout simplement. Excellent, excellent. Une petite question, si je peux, juste pour savoir. Donc, si j'ai bien compris, la société porte en elle-même aussi bien ce qui peut faire germer le meilleur de l'individu, mais aussi ses éléments les plus sombres. Tout à fait. Rétrograde, nous sommes d'accord. Okay. Nous sommes d'accord. Parce que, justement, comme dit un philosophe, pour certains, la fin justifie les moyens. D'accord. D'accord. Et la fin justifie les moyens. Autrement dit, pour avoir le vin, il faut que tu copies. Bon, j'ai choisi. D'accord. Non, je sais. Elle est en face de moi, la gamine, et elle copie. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Elle pleure. Je dis, non, je te punis pas. Donne-moi, laissons ça tomber, mais je ne comprends pas. J'étais moi-même surprise. Elle pleurait. J'ai tout oublié. Et je suis sûre qu'elle a tout oublié. Elle m'aurait dit, elle aurait joué franc, madame, j'ai tout oublié. Et une autre fois, est-ce que vous pouvez? Je lui ai dit oui. Mais elle a préféré faire ça. Comment? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas dire comment on peut arriver là. Parce que c'est quelque chose, c'est la pression. Il y a tellement de pression. Il faut que j'arrive absolument. Et absolument. Et ça peut pervertir beaucoup de jeunes cerveaux. Et donc, c'est pourquoi je parle souvent aux adultes, je leur dis, n'exigez pas trop de vos enfants, seulement qu'ils fassent
au mieux et le mieux, mais pas le parfait. Le parfait, ça n'existe pas. D'accord. Merci beaucoup Marie-Laurence, merci Alain pour cette présentation. C'est vraiment très bien. Donc oui, avec vous on ne s'ennuie jamais. Non, toi, je m'ennuie pas, donc tu ne veux pas t'ennuyer. C'est réciproque. Donc si comme Marie-Laurence ou Alain vous voulez venir sur le plateau nous présenter un coup de cœur, un livre qui vous tient à cœur, c'est possible, il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13 et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Merci Alain. Merci Ludovic. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Également à vous deux d'ailleurs. C'était vraiment très très bien. Merci Marie-Laurence, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, de vous rencontrer, de nouveau. Ça me convient bien. Et merci chers téléspectateurs pour ce temps que vous avez passé avec nous. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. À bientôt. Merci.